très bien. Ça vous- Pour ce 24e webinaire organisé au thème de cette fois-ci par l'Observatoire de la chirurgie en Île-de-France, qui est une composante chirurgicale de la direction de soins de l'ARS Île-de-France, et département innovation, recherche et de la transformation numérique, qui est fait par aujourd'hui Pauline Joannet, qui est chef de projet au niveau de la DIRNOV, donc département d'innovation, de la recherche et de la transformation numérique. Alors, le thème de ce soir, c'est le parcours en chirurgie. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, en tant que chirurgien, nous avons considéré que notre mental et vrai que la qualité de l'activité chirurgicale est bien sûr importante, mais non, la préparation est très importante, le suivi est très important. Donc maintenant, c'est le parcours, la qualité du parcours, finalement des résultats après toute chirurgicale. Et donc c'est un peu l'objet de cette soirée. Alors là, s'implique depuis très nombreuses années dans différents dispositifs, différents appels à projets, différents séminaires pour essayer d'améliorer l'information, la formation sur chacune de ces composantes. Et il y a des experts autour de la table aujourd'hui qui vont s'exprimer à ce sujet. Il y a notamment un accompagnement très fort qui a été fait par la RSI de France sur la RAC, hein, le dispositif RAC, c'est-à-dire toutes les méthodes de récupération après chirurgie, avec les 3 phases préopératoires, périopératoires et post-opératoires, avec le déni sanitaire qui est organisé par la RS Île-de-France sur la chirurgie, qui avait 2 sessions plénières vraiment intéressantes. Et si vous pouvez consulter bien sûr le replay, un sur la surveillance après chirurgie. Oui, c'était un sujet vraiment essentiel avec toutes les solutions, donc vraiment passionnant. Et un autre sur justement la RAC, le point sur tout ce qui a été fait, le retour d'expérience. Et je vous recommande d'y participer, de le visionner. Donc ce soir, donc le programme est vraiment très intéressant euh, et on compte beaucoup sur chacun d'entre vous pour nous impulser finalement vos expériences avec une dimension un peu particulière ce soir, qui est vraiment la relation ville-hôpital. Et je pense que ce sera vraiment intéressant pour nous. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été peu abordé jusque-là. Et donc c'était une très bonne idée de Pauline Joannet et je la remercie par avance. Donc, je passe la parole à Pauline Joannet, ma co-modératrice. Alors exactement, l'objectif du webinaire de ce soir, c'est de donner une vision d'ensemble des évolutions des patients en chirurgie et notamment en mettant bien en avant une place centrale à la préparation du patient en amont de la chirurgie et à toute la phase aval. Cela conduit bien sûr à s'interroger sur la place que le patient joue à présent dans ses évolutions de parcours, mais également aux évolutions de liens entre les professionnels de santé, entre bien sûr les hospitaliers, la rééducation, l'HAD, mais également les professionnels de ville. Par exemple, quand la DMS, la durée de séjour baisse à l'hôpital, qu'est-ce que ça engendre comme impact en ville? Est-ce que l'ordonnance, du coup, elle va être la même? Est-ce que les soins infirmiers vont être plus intenses? Est-ce que la rééducation va être différente? Donc, ça engendre un certain nombre de questions auxquelles les professionnels que nous avons invités de ce soir vont apporter des éléments de réponse. Alors, autour de la table, on a bien sûr des hospitaliers, mais on a également des représentants de CPTS. Et parmi les invités, on a également invité, outre les CPTS, des MSP, des représentants du RPS pour avoir des échos de la perception de l'ensemble de ce parcours par tous les acteurs impliqués. Pour parler de ces sujets, on vous propose un webinaire en 3 temps. D'abord, nous allons parler préhabilitation avec 2 interventions. Puis ensuite, on parlera du rôle central de l'infirmière de coordination avec une intervention. Et enfin, on terminera sur la sécurisation du retour à domicile. Et là, on aura également 2 interventions. Alors, pour démarrer, premier temps dédié à la préhabilitation. Alors, la préhabilitation, elle peut être menée de façon très différente entre les structures. On peine parfois à la quantifier, à pouvoir la mesurer. Et justement, on a une expérimentation nationale qui s'est attelée à travailler sur ce sujet, à mettre en place des indicateurs qualité et de suivi patient.
Et pour cela, notre première intervenante sera Koudia Diaw de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui copilote avec le ministère de la Santé l'expérimentation nationale article 51, épisode de soins chirurgicales. Koudia, la parole est à vous. Et vous pouvez préparer vos questions et les mettre dans le chat Q et R. Et, Madame Gao répondra à vos questions à la fin de son intervention. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais d'abord partager rapidement mon écran. Rebonjour à tous. Donc, merci beaucoup, Pauline. L'idée aujourd'hui est de vous présenter quelques indicateurs de suivi utilisés dans le cadre de l'expérimentation à l'épisode de soins et plus précisément des indicateurs en lien avec la préhabilitation. Mais avant cela, deux petits mots plutôt sur cette expérimentation, donc qui a démarré en 2019 et qui est une expérimentation nationale copilotée par la CNAM et le ministère. Donc, l'épisode de soins est une expérimentation qui a pour but de tester un paiement forfaitaire qui rémunérerait un ensemble de professionnels de santé mobilisés autour de 3 prises en charge précises, qui dans notre cas est la colectomie pour cancer, la prothèse totale de hanche et la prothèse totale de genou. Concrètement, l'idée, c'était de verser à l'entrée du patient dans le séjour inaugural un forfait à l'hôpital et charge à ce dernier de répartir les différents montants aux professionnels de santé qui ont été mobilisés autour de cette prise en charge. Dans un premier temps, on a décidé de prendre en compte un nombre assez limité ainsi que leur activité de professionnels de santé, étant donné que c'était assez innovant en termes de paiement. Donc, on passe plutôt en paiement forfaitaire. Et l'idée, c'était que, par exemple, durant la période préopératoire qui va jusqu'à 45 jours, de prendre en compte plutôt les consultations du chirurgien, de l'anesthésiste, les soins IDE masseur-kiné, et un post-opératoire qui va de 3 mois pour la colectomie pour cancer et la prothèse totale de hanche et 6 mois pour la prothèse totale du genou. Également, toujours les consultations du chirurgien, les soins infirmiers, du masseur, du kiné, pardon, et également les consultations du médecin physique des réadaptations, mais également les hospitalisations en MCO, les hospitalisations en structure SMR, et en HAD. Le médecin traitant, dans ce cas-là, son activité est exclue du paiement forfaitaire, donc il continue à être rémunéré à l'acte. Néanmoins, ce dernier fait bien partie du parcours du patient, donc pour ces 3 épisodes de soins. Concrètement, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, le financement n'est pas forcément testé, donc on ne verse pas réellement un forfait à l'entrée du patient dans le séjour inaugural. On est plutôt sur un financement rétrospectif, autrement dit que tout le monde continue à être rémunéré à l'acte et ou à l'activité, mais a posteriori, il y a un intéressement qui est calculé selon le résultat économique et qualité de l'établissement. Aujourd'hui, on a 38 établissements qui participent à cette expérimentation. Ils ont la possibilité de participer à plusieurs projets simultanément. On a 54 projets en chirurgie orthopédique et 19 en colectomie pour cancer. Et voilà. Pour ce qui est de la qualité des soins, donc c'est un axe très important dans l'expérimentation, dans la mesure on a des indicateurs, plutôt un intéressement qui est basé sur le résultat qualité de l'établissement, mais également c'est une expérimentation qui a pour objectif de faire un financement incitatif pour accélérer, on va dire, le déploiement de certaines pratiques, comme favoriser la coordination ville-hôpital, de faire évoluer normalement les pratiques professionnelles et également d'assurer la continuité de suivi du patient. Donc, c'est un peu dans ce contexte qu'on demande aux établissements de recueillir un certain nombre de données tout au long de la prise en charge via une plateforme spécifique, mais qui finalement nous sert notamment pour construire des indicateurs nécessaires pour le calcul du résultat qualité, voilà, et pour également un certain nombre d'indicateurs de suivi qu'on met à disposition de manière régulière, donc mensuellement, avec une certaine rondeur. Donc, à titre d'exemple, on a plus de 80 000 patients qui ont été inclus dans la plateforme depuis 2019 et ça permet donc aux établissements derrière, avec un certain recul, de pouvoir améliorer leur prise en charge à long terme, mais également leur performance en termes d'organisation sur l'ensemble du parcours.
si j'arrive à changer la slide. Voilà. Cette diapositive, c'est juste pour vous montrer qu'on a différents indicateurs, que ce soit donc pour le calcul du score, mais également pour des indicateurs du suivi, qui sont repartis de manière assez exhaustive durant tout le parcours du patient. Mais nous, on va se focaliser plutôt sur effectivement les indicateurs en lien avec la préhabilitation. Et on pourra revenir sur cette slide si vous avez des questions là-dessus. Et donc, je disais, pour les indicateurs de suivi, on va plus se focaliser sur ces indicateurs, les indicateurs en lien avec la préhabilitation. Et donc, pour ce faire, je vais vous montrer les résultats des indicateurs sur un an sur l'ensemble des établissements. Donc, c'est un résultat moyen des 38 établissements et pour un seul épisode de soins qui est la prothèse totale de joue. Donc, les premiers indicateurs que vous voyez sont plus en lien, et qu'on met toujours à disposition aux établissements, sont en lien avec les conditions de vie du patient. On a différents indicateurs donc, qui permettent de savoir si le patient réside en appartement, dans un immeuble en état sans ascenseur et des patients qui n'ont pas vivant seuls ou sans aidant. Donc, et de manière confondue, donc les résultats des 38 établissements, j'ai oublié de dire qu'effectivement, on a 7000 patients pour 2023, donc c'est les résultats moyens des 7000 patients. Et donc, je disais qu'on a, si on interprète ces résultats, on a 25% des patients qui résident en appartement, plus de la moitié qui résident en étage sans ascenseur et 30% qui vivent seuls ou sans personne pour l'aider. On a un dernier indicateur qui prend en compte les deux premiers, qui est plus en lien avec les facteurs de risque. Donc, ça permet de savoir si le patient, effectivement, soit il habite seul ou en état sans ascenseur. Donc, ça permet, en quelque sorte, ça aide dans les prises de décision, notamment dans par exemple, les modalités de sortie et la suite des soins. Donc, et dans ce cas-là, nous, on a 70% des patients qui habitent seuls ou sans aidant ou effectivement dans un immeuble sans ascenseur. Et en dernier, on a un indicateur portant sur le pourcentage du score ASA, donc qui évalue le risque anesthésique. Et dans ce cas-là, on a quasi pas de patients qui ont un score supérieur à 3, donc avec un risque de mortalité élevé. Néanmoins, on a 34% des patients qui ont score égal à 3, donc avec des maladies systématiques sévères ou invalides, et environ 65% des patients avec un score inférieur à 3. Finalement, ces indicateurs permettent à certains établissements de mieux cibler les besoins du patient et d'anticiper le retour à domicile en lien avec le professionnel de santé. Pour d'autres, c'est vraiment une démarche qui permet de stabiliser les arbres décisionnels quant au parcours du patient le plus approprié. Alors, nous avons également d'autres indicateurs sur les modalités de sortie de soins, et des soins de ville. Donc, on va plutôt s'intéresser aux indicateurs qui se trouvent en bas, donc la durée de séjour, également les patients avec des prescriptions de soins IDE et soins kinés, donc les patients sortant de domicile. Par rapport à ces indicateurs, on constate que la durée de séjour moyenne est moins de 3 jours. Et en comparant aux résultats que nous avons par rapport aux années précédentes, on voit qu'il y a sensiblement une réduction de la durée du séjour hospitalière et qui, derrière, peut impliquer qu'il y ait un transfert de certaines missions de l'infirmière hospitalière vers l'infirmière libérale ou des structures de rééducation. Derrière, nous avons également pour les patients sortant au domicile avec des prescriptions de soins IDE et de kiné, on a la quasi-totalité des patients qui ont des prescriptions, que ce soit pour des soins d'IDE ou de kiné, avec en moyenne 20 séances. Pardon. Nous arrivons enfin aux indicateurs qui peut-être nous intéressent le plus et qui sont plus en lien avec ce webinaire. On a différents indicateurs sur la phase préopératoire, un sur l'anémie, la dénutrition, sur la préparation physique, sur la consultation avec l'assistance sociale, mais également un dernier que je vous présenterai dans la prochaine slide sur la coordination.
Par rapport à l'anémie et la dénutrition, donc c'est un indicateur qui valorise le dépistage et la prise en charge. Nous, on constate que systématiquement, la quasi-totalité des patients sont dépistés. Néanmoins, pour les patients dépistés anémiques et dénutris, on en a 1 sur 2 qui est pris en charge. À titre d'exemple, on a 16% des dénutris qui ont vu une diététicienne. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que des actions d'amélioration ne sont pas forcément intégrées dans les pratiques, sauf pour lorsqu'il existe des filières, par exemple, d'orthogériatrie. Et par exemple, pour le fait qu'il n'y a pas tous les patients qui voient une diététicienne, on a des établissements où l'allocation des services diététiques est plutôt réservée aux patients hospitalisés et non en amont. Néanmoins, malgré ces résultats, les établissements ont mis en place des actions d'amélioration, notamment pour la prise en charge des patients dépistés anémiques et dénutris. On a par exemple des prises de contact et des échanges d'informations avec les nutritionnistes et les diététiciennes, ou bien une ouverture, par exemple, d'une nouvelle filière. Et également, il y a un changement de pratique en intégrant la réévaluation de l'anémie qui aujourd'hui n'est pas forcément systématique. Pour le taux de patients ayant eu une préparation physique, on a environ moins de la moitié, donc 41% pardon, des patients qui ont eu une préparation physique avec en moyenne 6 séances. Et ceci peut être expliqué par le fait que certains établissements privilégient les séances de préparation avec le médecin, le MPR, pour des patients en ambulatoire, par exemple. Et in fine, on a très, très peu de patients qui voient une assistance sociale, toujours les mêmes arguments, donc qui est le fait qu'il est assez difficile, on va dire, de solliciter des assistances sociales pour des patients non hospitalisés, dû à la charge de travail. Mais néanmoins, on a des établissements qui, pour pallier cela, si besoin, l'IDEC, donc l'infirmière de coordination, met en relation les IDEL, se met en contact avec l'IDEL et ou le médecin traitant s'il y a besoin d'un placement. Finalement, toutes ces informations se fait, la collecte de ces informations et la structuration, on va dire, de la préparation se fait très souvent via une école des patients ou un séjour en HDJ, qui est l'occasion pour certains, notamment pour l'école des patients, de regrouper un ensemble de professionnels de santé comme l'APA, le kiné, mais également le nutritionniste et les diététiciennes. En dernier, on a un indicateur sur la coordination, donc qui est un sujet un élément, on va dire, très important dans les articles 51 qui est très présent et qui revient très souvent. Et la preuve, il y a la mise en place de la FSS 2024 sur le parcours coordonné et renforcé. Et dans le cadre de l'expérimentation EDS, c'est un poste, l'infirmière de coordination a un rôle très, très important. Et cela s'est vu avec le développement de ce poste depuis le démarrage ou un certain renfort. Et à travers nos chiffres, on constate que finalement, on a 83% des patients qui ont au moins une consultation donc avec l'infirmière de coordination. Très souvent, la première consultation débute au tout début durant la période préopératoire. Voilà. Et en moyenne, on constate 2 consultations et un temps dédié de 2h20. Alors, je ne vais pas m'étaler sur l'émission de l'IDEC dans le cas de l'expérimentation, mais c'était plus pour vous montrer qu'elle est très présente durant tout le parcours du patient, donc en pré, per et notamment en post-opératoire. Finalement, ces indicateurs ont permis certaines évolutions, en tout cas, ont été un facteur pour certains d'amélioration d'anticipation et de prise en charge de l'anémie de la dénutrition, la diminution des programmations pour des raisons médicales ou autres, donc pour des raisons endogènes, une meilleure maîtrise des sorties, et cela, nous, on l'a vu de notre côté à travers des consolidations annuelles qu'on fait, et in fine, une baisse de la durée moyenne de séjour. Donc, pour conclure, on peut dire que les établissements qui participent à cette expérimentation n'ont pas forcément attendu
euh, l'expérimentation pour mettre en place des évolutions de pratiques, notamment en lien avec la qualité de soins, car très souvent, ces établissements étaient en stade très avancé sur ce sujet. On peut dire que c'est plus un outil, un moyen qui leur a permis d'améliorer certains points en termes de qualité et pour d'autres, ça leur a permis de démarrer certains travaux. Voilà pour moi. Merci. Alors, on n'a pas de questions pour l'instant dans le chat, mais moi j'en ai une. C'est quoi la différence entre une école des patients et puis une hospitalisation de jour? Enfin, en quoi ça consiste en gros une école des patients? Alors, je pourrais tenter de donner une définition, mais tout le monde n'a pas la même conception d'école des patients. Mais pour dire que l'école des patients, derrière, ça se traduit par une éducation thérapeutique. Donc, enfin, on prépare le patient, on le prépare à sa chirurgie. On leur donne entre guillemets, un petit cours pour qu'ils soient bien présents et bien, qui servent plutôt les éléments sur l'opération. Alors que très souvent, l'HDJ, c'est, entre guillemets, je vais être grossière, une compilation de consultations. D'accord. Oui. L'école des patients, ça peut être collectif, c'est ça, c'est pas forcément que des temps individuels aussi Oui, pour le patient. D'accord. c'est bien ça. Euh, Moi, je me permets une autre question. Donc là, c'est une étude sur maintenant 4-5 ans, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez pu identifier des évolutions des pratiques? C'est-à-dire, par exemple, préparation physique, je vois que vous aviez marqué 40, j'ai noté comme, entre autres, comme chiffre 41% de préparation physique, alors que dans ce contexte-là, enfin, on verra ce que nous dira Morgane Le Guen tout à l'heure, Mhm. mais colectomie plus chirurgie orthopédique, peut-être que c'est quand même pas inintéressant. Est-ce qu'il y a une évolution dans la, vous voyez, de la participation, dans les modalités de préparation, Mhm. avec l'apprentissage des équipes finalement? Alors, si je peux faire un retour par rapport à ce que nous disent les établissements, c'est qu'effectivement, il y a une évolution, c'est-à-dire que euh, plusieurs établissements en tout cas, l'équipe se regroupe plus souvent pour discuter des résultats et mettre en place des améliorations. Donc, le petit changement qu'on peut dire, c'est que vraiment, il y a une organisation qui s'est faite avec différents professionnels de santé, notamment les équipes qui, auparavant, en tout cas pour certains, c'était très dispatché. Il n'y avait pas forcément de rencontre, si ça D'accord. correspond à votre question. Oui, si, c'est un élément de réponse. Alors, deuxième aussi, là, ça va être peut-être plus compliqué à répondre, mais bon, tant pis. C'est là, donc, c'était limité à deux, trois types d'interventions, hein, qui étaient Oui, colectomie, PTH, PTG. c'est ça. Mais dans un service de chirurgie digestive, on n'opère pas que le cancer du côlon. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une espèce de contamination de cette pratique dans d'autres techniques chirurgicales? Et deuxième point, est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, il y a eu d'autres services qui ont été aussi, entre guillemets, contaminés? C'est-à-dire, moi qui suis chirurgien gynécologue, est-ce que les gynécologues ont dit, ah bah écoute, c'est une bonne expérience, donc on va essayer de mettre en place aussi, pas l'épisode de soins en termes de forfait, mais en termes de pratique. Est-ce que vous avez des éléments? En termes de pratique, alors, je n'ai pas forcément d'éléments là-dessus. Ce que je peux dire, par exemple, c'est pour les questionnaires PROMS, pardon. Alors, ce n'est pas trop en lien, forcément, mais il y a, dans le cadre de l'expérimentation, il y a une obligation, entre guillemets, d'utiliser des questionnaires PROMS, donc sur Oui, l'activité du patient. Et il y en a certains établissements qui, dans d'autres services, se sont appropriés de ces questionnaires. Et voilà, c'est rentré un peu dans leur routine. Mais pour les pratiques qui s'est étendues dans d'autres services, je ne pourrais pas forcément vous dire là-dessus. Je n'ai pas forcément eu de retour. d'accord. Bon, je laisse Pauline, parce qu'il y a des questions sur le chat, Oui, peut-être. effectivement, que je n'avais pas vu initialement. Alors, quelqu'un qui posait une question, Monsieur Bedet, sur le fait de pouvoir faire de la préhabilitation ou en tout cas une école des patients à distance. Est-ce que c'est une pratique dont vous avez entendu parler parmi les structures?
Oui, on en a eu certains qui l'ont fait et ça, c'était durant la crise Covid. Ça a pu marcher. Après, avec le fait de pouvoir être en présentiel, ils ont préféré le faire physiquement parce que ça permet effectivement aux différents patients de se rencontrer, d'être plus à l'aise et de pouvoir échanger. Mais ça se fait. Et enfin, on avait une question un peu plus technique, je pense pas qu'on pourrait y répondre complètement, sur le chaînage avec le SNDS, relation des Oui, data avec les registres des pratiques professionnelles de santé. et le chaînage avec le SNDS. Ouais. Alors, pour les chaînages des SNDS, nous, ce qu'on fait, alors, je ne saurais pas répondre pour les relations des dates avec les registres des pratiques de santé, mais on fait du chaînage car ce qu'on fait, c'est que les établissements euh, recueillent les données sur une plateforme spécifique. Nous, on extrait et on arrive à retrouver le patient dans le SNDS et nous, ça nous permet de savoir le parcours réellement réalisé, par exemple. Très bien. Et je pense qu'il y a une autre question, bah, on y répondra. C'était Monsieur Le Prince qui voudrait un peu plus de détails sur le statut de l'école des patients. Et je pense que ça, on y répondra par mail, puisque pour vous inscrire, vous avez complété votre adresse mail. Donc, on reviendra vers vous Mm. après pour pas trop prendre de temps sur le prochain intervenant. Merci Pauline. Prochain intervenant, Morgan, le professeur Morgan Le Guen, qui est donc chef de service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Foch, euh, qui est sincèrement le porteur de la préhabilitation en Île-de-France, voire en France, et qui est une des composantes particulières, je dirais particulières de la RAC, parce que bon, il va nous expliquer, mais la RAC, ça concerne le pré, le périopératoire et le post-opératoire. La préhabilitation, c'est simplement une partie de ce dispositif RAC. Et ce concept qui a été impulsé par Morgan Le Guen au cours d'un webinaire a entraîné un enthousiasme en Île-de-France incroyable. Donc, d'ores et déjà, je le remercie de ce dynamisme qu'il a entraîné. Et le nombre d'établissements qui ont participé au premier appel à projet préhabilitation était extrêmement important. On a refait un appel à projet grâce à lui. Donc, merci d'avance. Maintenant, il va nous expliquer une partie de la préhabilitation, la préparation physique, justement, dont on a parlé il y a quelques minutes. Merci, Morgane. Merci beaucoup, Henri-Jean, à nouveau pour l'invitation, parce que pour impulser une idée, il faut pouvoir avoir l'auditoire et pouvoir communiquer. Donc, ce type de webinaire et ce type de communication sont utiles sur le sujet. Et effectivement, on m'avait demandé de regarder plus spécifiquement l'éducation motrice. Et en vous écoutant, en écoutant un petit peu la problématique de parcours, on va discuter aussi de quels sont les intervenants, comment est-ce qu'on utilise les intervenants de la ville. Alors, je n'ai pas toutes les solutions, mais quelles sont les pistes pour utiliser les intervenants en dehors de l'hôpital sur ce cadre-là de la préhabilitation motrice. Alors, oui, on l'a mis en place il y a quelques années chez nous, mais c'est une idée qui n'est pas la mienne et qui n'est pas la nôtre, hein, qui est importée du Canada, puisque l'initiateur, c'est le professeur Carly au Canada, à Montréal, qui avait mis en place ce programme de préhabilitation avec plusieurs axes de travail. La définition, et quand on essaie de l'importer, de le mettre à la sauce française, il faut adapter. Et on voit que la réflexion sur ce sujet-là, elle est pas nouvelle, puisque j'ai repris ce papier de Claire Debs dans les Annales françaises d'anesthésie-réanimation, qui était un petit peu quels sont les risques patients qu'on peut identifier en préopératoire. Parce que l'enjeu, finalement, ce n'est pas d'attendre la chirurgie, de faire l'acte opératoire, c'est d'essayer de voir ce que l'on peut mettre en place avant dans le parcours patient. Et un des premiers items, ce qui a été dit juste avant, c'est à partir de la dénutrition, il y a le statut nutritionnel, on voit, c'est en bas de la diapositive. Ben oui, c'est un élément fort sur lequel il faut travailler, puisque c'est prédictif des complications infectieuses et ça augmente la mortalité post-opératoire. Donc, si on l'identifie, c'est bien. Si on le traite et si on essaie de le traiter, c'est encore mieux. Et dans ces éléments de préopératoire, il y a le premier qui a été déjà mis en place et qui était conceptuellement un élément fort, c'était l'activité, le statut fonctionnel, c'est qu'est-ce que je fais au quotidien et qu'est-ce que je suis capable de faire au quotidien, quelle est ma réserve fonctionnelle euh, au quotidien pour me préparer à l'effort et me préparer finalement à l'acte opératoire. Et donc, ce statut fonctionnel, il est très important parce qu'il va prédire la morbie, la mortalité post-opératoire. Donc, il a une prédiction forte à la fois sur les complications infectieuses et qui vont prolonger l'hospitalisation, mais aussi sur la mortalité post-opératoire et donc sur la durée de séjour.
Puis il y en a d'autres. On sait qu'un patient comorbide, donc on disait tout à l'heure le score ASA, plus le score ASA est élevé, plus on prend des risques en périopératoire et donc plus le séjour risque d'être grévé de complications et difficile. On s'intéresse de façon plus récente aux fonctions cognitives. Il y a une atteinte, une démence débutante, c'est aussi un facteur de délirium, de prolongation d'hospitalisation. Et les traitements, évidemment, avoir beaucoup de traitements et la conciliation médicamenteuse, avoir beaucoup de traitements, c'est aussi un facteur de risque particulier. Donc, on va se focaliser sur la partie motrice et donc sur le muscle. Alors ça, je ne sais pas le faire, ce n'est pas moi qui suis en train de faire les anneaux, je suis totalement incapable de faire ce type d'exercice. De la même façon, sur cette diapositive, c'est non contractuel, ce n'est pas moi non plus. Mais c'est juste pour insister sur le fait qu'aujourd'hui, finalement, depuis quelques années, l'élément nutritionnel et l'élément musculaire viennent au cœur du soin, et notamment au cœur du soin critique. On se rend compte qu'un patient qui a une capacité musculaire, il va avoir un parcours de vie et un parcours hospitalier qui est probablement différent. Pourquoi c'est important? Parce que le fait d'entraîner le muscle, le fait de faire de l'exercice physique, comme la vignette, ça va permettre de travailler sur l'adaptation cardiovasculaire. Donc, ça va permettre de diminuer la fréquence cardiaque de base et donc de permettre de monter et d'avoir une réserve fonctionnelle, de monter plus haut au cours d'un événement stressant comme la chirurgie. On va augmenter le débit cardiaque, on va augmenter le vaisseau capillaire. Donc, pour les patients artéritiques ou les patients athéromateux, c'est probablement important d'essayer, avec leurs limites, mais d'essayer de travailler sur cet effort physique. C'est une adaptation respiratoire aussi. On va augmenter la capacité d'éliminer le CO2 dans un contexte d'effort et dans un contexte de fièvre. C'est une réponse immunitaire qui est intéressant. Et on va travailler sur les équilibres hydroélectrolytiques. Et donc, finalement, on a un élément de la vie quotidienne qu'on n'a peut-être pas assez utilisé dans le concept de la santé, qui permet de passer le cap dans le cadre de situations difficiles. Et donc, il va falloir améliorer la capacité, la réponse à l'effort. Et donc, fort de ce concept, je vous le disais, l'équipe de Francesco Carli s'est dit, tiens, on va mettre un trépied en place, des exercices physiques avec de la nutrition et du soutien psychologique pour essayer d'améliorer la capacité fonctionnelle de mon patient en préopératoire. Et donc, le concept, c'est celui-là, c'est de se dire, OK, j'ai un événement. On a beaucoup focalisé pendant les 10 dernières années sur la réhabilitation après chirurgie, qui est cette partie-là en bas de la diapositive, cette partie jaune, qui est finalement de réduire le temps où le patient est en perte d'autonomie ou le temps du patient un petit peu handicapé dans sa vie du quotidien, et d'essayer de réduire ce temps-là et de le remettre à sa phase, à sa compétence initiale. Et puis, on a la préhabilitation qui est en violet, c'est de donner la réserve avant. Donc, c'était le cadre conceptuel sur lequel se fondaient tous ces papiers sur l'effort physique préopératoire. Et ça a été confirmé par cette étude en 2014 qui fait date pour nous, qui est de dire, en trait plein, vous avez le parcours du patient qui a été préhabilité. Le parcours du patient préhabilité, c'est je lui donne de la réserve fonctionnelle et je lui donne un matelas de sécurité pour son parcours post-opératoire. Et donc, il va potentiellement faire moins de complications post-opératoires parce que je lui ai donné une certaine réserve fonctionnelle. Et on voit que par rapport au patient qui est en stade d'attente de la chirurgie, eh bien, je conserve tout au long du temps et du parcours patient, je conserve cette réserve et c'est potentiellement une réserve intéressante si j'ai affaire à des complications en post-opératoire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme élément physique? C'est un programme d'activité musculaire. Et là, on rejoint la compétence du médecin rééducateur, on rejoint la compétence de nos kinés ou de nos APA. C'est dire qu'il va falloir mixer les exercices en aérobie et en anaérobie et travailler tout ce qui est les éléments d'articulation pour donner du mouvement au patient et donner une capacité au patient de se lever et d'être autonome rapidement en post-opératoire. Mais c'est, encore une fois, là, on est sur le focus moteur, mais il n'est pas isolé. Il faut toujours penser focus moteur. Si je veux que mon muscle marche bien, il faut que je puisse l'alimenter correctement. Et donc, il y a un aspect nutritionnel qui est très fort. Et puis, il faut qu'il ait de l'hémoglobine. Il faut que j'arrive à gérer tous ces autres aspects de la préhabilitation qui sont le sevrage, l'anémie, etc. Mais voilà, certes, le muscle et l'exercice est important, mais ne pas oublier le reste. Et l'enjeu, par cet exercice musculaire, c'est d'augmenter la réserve fonctionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on interface ça au quotidien? C'est essayer, et là, une nouvelle fois, c'est
l'enjeu des hôpitaux de jour que les différents centres ont mis en œuvre pour finalement qualifier le patient et essayer de faire une prescription personnalisée du besoin. Donc, on va prescrire des exercices personnalisés, poursuivre et on va donner au patient l'enjeu de faire de l'activité en autonomie ou de l'activité supervisée, mais il va falloir qu'il aille vers un cap important. C'est-à-dire qu'on a des échelles, un peu comme l'échelle de la douleur, d'effort. Il ne s'agit pas de marcher tout doucement, il s'agit d'aller puiser dans ses réserves. L'échelle de Borg, il faut aller se faire mal pour réussir à avoir un effet anabolisant sur le côté musculaire. Et il faut le faire régulièrement, beaucoup. Et donc, on va des activités d'endurance et de résistance 3 fois par semaine. Donc, on occupe 6 jours par semaine le patient en préopératoire. L'enjeu et le délai minimum pour commencer à avoir un effet, il faut au moins 3 semaines pleines d'activité pour commencer à sentir quelque chose se passer. Et l'ensemble des programmes sont à partir de 4 semaines pour être efficaces. Et sur un enjeu musculaire avec une contrainte importante et qui n'est pas isolée, il faut toujours penser à la nutrition. Il va falloir apporter notamment des protéines aux patients. Comment est-ce qu'on le fait? C'est là où ça devient intéressant. C'est dans les expériences et dans les essais qui sont faits à droite et à gauche, il y a je prescris, je laisse le patient faire, et on voit ça que ça ne marche pas. S'il n'y a pas de relais, le patient ne fait pas, et par plein de raisons, il ne va pas atteindre les objectifs qu'on lui a donnés. Il faut songer à superviser ça. Et on peut superviser de plusieurs façons. On peut le superviser à l'hôpital en faisant revenir le patient. On parlait des écoles patients, mais on fait revenir en groupe et on fait des exercices supervisés. C'est une modalité d'exercice physique et de préparation physique pour le patient. On peut aussi confier le patient à un autre professionnel de ville. Et là, c'est un élément important sur lequel on travaille, notamment avec les patients âgés. C'est quelque chose qu'on a mis en place avec nos gériatres qui ont un réseau finalement de kinésithérapeutes de ville. Et donc, ils ont travaillé avec ces kinésithérapeutes pour leur dire, voilà, notre objectif, c'est d'autonomiser le patient, qu'il soit capable de se lever, qu'il soit capable de marcher de façon autonome, avec le moins d'appui possible. Et donc, je vous donne une prescription et je vous détaille un petit peu les exercices que je vous demande de faire. Et donc, on prépare cette ordonnance et on va préconiser un certain nombre de séances supervisées pour être sûr que le patient fasse ces séances auprès du kiné, auprès de l'APA ou auprès de la séance du club de sport s'il y a des conventions avec les établissements de sport. Ce qui est important, c'est de se dire ça, il faut le garder aussi pour après. Et c'est là où ça devient compliqué. Là, quand l'on met en préopératoire, l'enjeu, c'est de le conserver en post-opératoire. Alors, il y a eu j'ai mis qu'une seule diapositive sur les résultats. Il y a beaucoup d'essais qui montrent que finalement, on fait mieux sur le plan de ce résultat fonctionnel. Là, je vous ai mis une méta-analyse qui est une méta-analyse récente qui s'est intéressée au cancer. J'ai fait uniquement la partie carcinologique, qui sont que des essais randomisés contrôlés où on a mis ce mix d'aérobie et d'anaérobie versus contrôle. Et on a regardé un petit peu ce qui se passe. Et on voit qu'en préopératoire, sur l'ensemble des études, il y a un effet, le patient est capable de faire un peu mieux. C'est pas formidable. Le gain, il est petit, mais dans le côté psychologique, il y a un effet psychologique important. Mais il gagne à peu près 30 mètres en termes de capacité d'effort. Et derrière, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est si on le présente bien au patient, finalement, on a des gens qui sont compliants, adhérents. C'est acceptable dans un grand nombre de cas, c'est faisable dans un grand nombre de cas, et ce n'est pas toxique comme prescription médicale. Et donc, je trouvais que c'était intéressant cette vision de l'activité physique, l'activité motrice, en termes de prescription de soins, c'est non nocif. Ça, c'est un élément important à avoir en tête. Et aujourd'hui, on commence à avoir des résultats qui montrent qu'on diminue les complications post-opératoires. Donc, c'est vraiment un élément important. Ce focus, il faut le poursuivre en post-opératoire. Et c'est pour ça qu'on disait, ça transpire, ce que l'on va induire à un moment donné dans une équipe, ça va transpirer derrière. Là, c'est toutes les expériences, c'est chez nous le post-opératoire de chirurgie thoracique, où on va mobiliser les équipes et mobiliser le patient, mobiliser à la fois en termes de personnel qui va faire, et puis mobiliser en termes physiques, le faire marcher. Et donc ça, il faut l'informer avant, parce que si on n'informe pas, si on ne prévient pas, ça se passe moins bien. Il faut le prescrire, il faut des protocoles de soins, il faut un engagement des équipes, il faut de l'innovation, le petit chariot que nos kinés ont mis en place
ça va permettre d'avancer. Il y a un petit siège, si le patient se sent un peu faible, vous avez ici le petit siège que vous dépliez et hop, le patient peut s'asseoir et arrêter son effort. C'est un enjeu d'équipe qui permet de créer aussi un peu d'innovation. Donc aujourd'hui, quand on fait le bilan de ça, dernière analyse, dans un grand journal, bah, les deux s'associent, c'est ce qu'on vous dit au départ. La préhabilitation, ça va donner de la réserve physiologique, notamment la partie motrice de la préhabilitation. Et le fait de faire l'exercice et de poursuivre derrière, bah, vous allez diminuer le stress et la réponse au stress, et donc les complications liées à la réponse au stress. Donc le côté moteur, bah, c'est un pari réussi, c'est un enjeu collectif, c'est réfléchir, on parlait de la coordination, il y a un vrai enjeu de coordination, il y a un vrai enjeu de suivi de comment est-ce qu'on met le réseau ville et hôpital ensemble, de travailler donc sur les parcours avec d'autres professionnels de santé que des médecins, et s'appuyer sur la ville parce que c'est ce qui va permettre de faire le relais avant, mais surtout de faire le relais après en post-opératoire. Voilà. Merci Morgane pour cette présentation très claire, très intéressante, avec cette dimension accompagnement en post-opératoire, donc renforcement également, physique post-opératoire. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Sinon, je vais faire comme Pauline. Première question, est-ce qu'il y a des profils de patients particuliers? Et si c'est le cas, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous faites des tests en consultation? Il y a des scores qui permettent de déterminer on fait une préhabilitation ou non? Alors, oui, je n'ai pas pu rentrer dans le détail parce que je t'ai donné 10 minutes là. Oui, aujourd'hui, finalement, le patient qui répond le mieux, c'est le patient qui est un petit peu fragile. Il ne faut pas un patient qui soit D'accord. le patient sportif, comme je l'ai mis en diapositive. Lui, le gain de la préhabilitation, il est modeste et c'est un effort qu'on va demander au collectif soignant qui est trop important. Donc, il va falloir cibler du patient qui soit on appelle peut-être pré-fragile, qui soit pas trop fragile parce que la capacité derrière en 4 semaines, elle est difficile d'obtenir. Donc, il va falloir cibler un patient où il y a un gain potentiel. Et donc, la littérature en ce moment, elle est en train de screener et de déterminer quel patient est le plus éligible. Et probablement, ce n'est pas le patient robuste qui est le plus D'accord. intéressant pour diminuer les complications post-opératoires, c'est ce patient gris qui n'est pas trop fragile, mais pas trop robuste, qui peut bénéficier de ce type de préparation physique préopératoire. Mhm. Donc, selon Et, qu'il est âgé ou moins âgé, on y associe des grilles de bien, de bonne qualité, de qualité de vie du sujet âgé pour le patient de plus de 75 ans. à une époque, il y avait des équipes qui travaillaient qui utilisaient la télékiné. Tu penses que ça peut avoir un intérêt ou il faut vraiment être plutôt un coach qui motive, quoi, parce que c'est vrai que dans ce contexte-là, ça va pas être évident quand même de. La télékinex, c'est le truc de stimulation, c'est ça? Ouais, non, télékiné, c'est-à-dire que les gens faisaient de la kiné à Oui. domicile, toi. Alors, on a essayé avec le Covid. Et en fait, on a des difficultés sur le patient quand il n'a pas le retour direct. Ouais. C'est que le mouvement ou l'exercice ne soit pas fait dans de bonne qualité. C'est comme pour Mhm. l'entraînement sportif. Et donc, on est revenu, nous, on avait voulu lancer vraiment le patient en autonomie. On y est complètement revenu et beaucoup d'équipes ont fait le même constat, de dire il faut que ce soit supervisé. Alors, soit en ville, soit à l'hôpital, mais il faut s'adosser à un professionnel pour qualifier la qualité de réalisation du geste et l'intensité, la gestion du souffle, la gestion de plein de petites choses. Quand on est tout seul, on ne le fait pas bien. Et bon, les différents intervenants, enfin participants pourront poser des questions tout au long, puis on aura un petit temps de discussion à la fin de toutes les interventions. Et juste une dernière petite question de ma, parce que j'en profite. C'est donc, tu parlais de la rééducation physique post-opératoire. En préopératoire, donc c'est 4 semaines. En post-opératoire, ça peut être c'est quelques jours, c'est une semaine en général. Ça dépend des interventions. Alors, ça dépend des interventions, on n'est pas très très clair. Parce que nous, on a suivi les patients pendant 6 mois, notre cohorte initiale, on a suivi les patients pendant 6 mois. En fait, pendant 2 mois, ils sont en D'accord. deçà de leur capacité de base. Même pour des chirurgies, même la colectomie cellio, on a l'impression que le stress opératoire, le stress chirurgical est faible. Pour autant, il y a une fatigue D'accord. post-opératoire
Et on voit que pendant le premier mois, on a vraiment du mal à demander aux patients de faire de l'exercice physique. Donc, la bonne fenêtre, ce n'est pas le premier mois. Le premier mois, on peut laisser le patient faire ses exercices comme il les a appris, etc. Mais il faut renforcer après un mois, quand il a passé ce premier cap aigu post-opératoire. Et donc, le renforcement, il est après un mois jusqu'à 4 mois probablement pour le remettre bien. Et donc, ça, on n'a pas encore beaucoup de clés, hein, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, mais on voit qu'il y a une difficulté et c'est à 2 mois pour la chirurgie majeure, c'est à 2 mois que le patient revient au moins au niveau basal, voire au-dessus. Mais avant, on a du mal à atteindre ces objectifs. D'accord. Merci Morgane. Bon, Pauline, la Oui. suite. Exactement. Du coup, nous changeons de séquence. Nous allons à présent discuter de la place que joue un nouvel intervenant qui est intervenu ces dernières années dans le parcours. C'est les postes, la création de postes d'infirmiers de coordination, qui est un interlocuteur vraiment privilégié pour le patient, mais qui également joue un rôle central pour faire le lien dans les équipes, à la fois en interne établissement, mais également vers l'extérieur. Sandra Bazin, la parole est à vous. Bonjour à tous. Alors, donc du coup, Sandra Bazin, je suis l'infirmière de parcours RAC à l'hôpital Lariboisière dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologie. Alors, juste pour vous remettre un petit peu le contexte de notre service, on a 56 lits, deux blocs opératoires et un de programmé et un bloc d'urgence. On fait autant de la traumatologie du coup que de la chirurgie programmée, essentiellement des prothèses de genoux et des prothèses de hanche. On a un plateau d'ambulatoire et on a développé le prothétique depuis 2020. On a développé le parcours chirurgie ambulatoire pour ce qui est des prothèses de genoux et de hanches. Donc là, je vous ai mis un petit peu les chiffres de 2023 pour se rendre compte des proportions des ambulatoires qu'on a pu faire. Mais en gros, on est à 14% en tout cas pour ce qui est des prothèses de genoux et des prothèses de hanche un petit peu plus. Mais c'est pour vous dire que c'est des parcours qui nécessitent quand même pas mal de coordination, d'autant plus quand ils rentrent à domicile d'une part, mais encore plus quand ils sont en ambulatoire. Donc l'évolution des pratiques dans le service, déjà, la démarche RAC, elle est initiée depuis 2016 entre les chirurgiens et les anesthésistes essentiellement, avec des chemins cliniques qui ont été établis en fonction des principes de la RAC et qui ont été définis par l'HAS. Je vous ai mis sur le côté des principes qui sont énoncés dans les recommandations de l'HAS, mais je pense que vous voyez ce que c'est. Pour ce qui est des évolutions plus récentes, il y a la mise en place du coup d'une infirmière de coordination référente RAC, donc moi en l'occurrence depuis 2020, qui a été permise par justement la participation à l'article 51, épisode de soins dont a parlé tout à l'heure l'intervenante. Du coup, c'est la participation à ce projet qui nous a permis de mettre en place mon poste. Depuis 2020, on a également mis en place un suivi, un télésuivi par SMS en fait, des patients en post-opératoire qui nous permet en fait, de prendre des nouvelles des patients qui rentrent à la maison suivant un protocole qu'on a établi de manière collégiale avec les chirurgiens et les anesthésistes notamment, qui leur envoient des SMS du coup pendant un mois, mais je reviens dessus après. Et en 2022, on a également commencé à mettre en place les admissions en J0, qui sont du coup les admissions le matin d'intervention qu'on fait maintenant par défaut, établies sur un certain nombre de critères. Et donc, on met du J0 par défaut si les patients, typiquement, s'ils sont en fauteuil roulant, par exemple, ils ne peuvent pas venir le matin d'intervention, mais la veille. Donc, on est maintenant à 75% en 2023 des patients qui rentrent en J0. Donc ça, pareil, ça demande quand même pas mal d'organisation pour nous comme pour le patient.
Et pour finir, on a un projet, donc on en a parlé aussi, les intervenants précédents en ont parlé, mais on a aussi un projet de mettre en place une école des patients qu'on devrait, donc le projet est déjà en cours, mais ça demande pas mal de travail entre nous, mais on devrait le débuter avant l'été 2023, 2024 maintenant. On devrait le débuter avant l'été prochain. Donc l'idée, c'est d'informer les patients sur plusieurs parties, notamment la gestion de la douleur à la maison quand ils rentrent à domicile, parce qu'on a identifié que c'était des sujets qui sont particulièrement importants pour le patient. Donc la gestion de la douleur, la gestion de l'anxiété aussi liée à l'intervention et aussi la rééducation. Donc on travaille en équipe sur ce sujet. Donc là, je vous ai mis en fait le parcours type du patient. Donc ça, c'est une feuille que je remets au patient. J'ai des chemins cliniques mieux établis, mais ça, c'était pour vous montrer en gros ce que ce que le patient lui voit de son parcours. Donc au début, il voit le chirurgien, on lui programme et là, on lui dit le mode de sortie. Donc là, en l'occurrence, on va s'attarder sur le domicile, mais il a quand même un grand nombre de rendez-vous à prendre, notamment avant la consultation d'anesthésie qui se trouve un mois avant l'intervention. D'autant plus maintenant qu'on a, depuis mars, on a investi dans un robot Mako pour les interventions, donc ce qui rajoute en plus un scanner et une radio. Donc il a quelques rendez-vous à faire avant, ensuite il voit l'anesthésiste, il me voit moi, il fait la préadmission et parfois on rajoute encore d'autres s'il y a besoin. Donc on en parlait par rapport à la préhabilitation, on parlait de l'anémie, donc on fait de la prévention à l'anémie. Donc, on peut rajouter de l'EPO ou du fer. Ensuite, il y a la séance éducative faite par les kinés. Et donc, s'ils sont en ambulatoire, ils auront également la séance d'école des patients. Et ensuite, donc, quand c'est là où on fait le lien avec la ville, c'est qu'au moment de la programmation, là, c'est les AMA qui entrent en jeu et qui font le lien par mail avec le Prado qui ensuite prendra contact avec le patient lui-même. Donc là, c'est le Prado ensuite qui prend le relais et qui prend contact avec le patient avant son intervention. Donc, le patient arrive à G0, il est hospitalisé. En fait, finalement, sur tout son parcours, la partie hospitalisation, elle n'est pas très longue. Ça se réduit chez nous maintenant, la DMS, alors je vais vous dire pour la prothèse de genou, parce que c'est le parcours peut-être plus complexe qu'une prothèse de hanche. Il va rester 3 jours et demi. Donc 3,6, c'est notre DMS actuel. Donc c'est pas long par rapport à l'ensemble du parcours. La plus grosse partie finalement se fait en amont au domicile ou en post-opératoire au domicile aussi. D'où l'intérêt qu'on soit vraiment finalement coordonnés et qu'on collabore bien ensemble pour qu'on fasse une bonne continuité des soins tous ensemble, que ce soit à l'hôpital et en lien avec la ville. Hop. Alors, ça, c'est juste rapidement, c'était aussi pour qu'on se rende compte finalement d'un point de vue du patient, ce que ça représente pour lui. Là, on a l'hôpital où on a quand même pas mal de personnes qui interviennent, et puis on a le prestataire qui intervient lui aussi dans la coordination du parcours. Et puis, il y a aussi donc, tous les professionnels de ville qui sont assez conséquents également. Et finalement, un des soucis que moi, je me rends compte au bout de 3-4 ans de pratique, c'est que les modes de communication entre nous, elles passent essentiellement par le patient finalement. Et donc, nous, on a le suivi par SMS, mais qui n'inclut pas les professionnels de ville. Donc, pour le moment, c'est essentiellement par téléphone qu'on communique ou par email. Voilà. Et il manque peut-être d'un lien entre nous qui soit plus formel ou voilà. C'est les constatations que je peux faire sur ça. Donc, les constatations, j'en ai quasiment parlé tout à l'heure. Donc, un grand nombre de rendez-vous. La phase préopératoire, elle est quand même déterminante pour l'hospitalisation parce que je le mets après, mais finalement, le risque principal, c'est le report de l'intervention, voire même une annulation. Un patient qui n'a pas vu le cardiologue devant l'anesthésiste alors qu'il a des problèmes cardiaques parce qu'il ne trouve pas de rendez-vous, on ne peut pas l'opérer potentiellement. Alors, ça arrive très, très rarement, hein. Mais voilà, ça reste une phase qui est importante. Il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'intervenants et des outils de communication qui sont peut-être à essayer d'améliorer, je pense. Donc, il faut qu'on collabore tous ensemble, qu'on anticipe pas mal de choses
Et le risque, donc c'est le report de l'intervention, le changement de mode de sortie aussi qui peut arriver de manière tardive si on n'a pas bien anticipé et pas bien préparé en amont le patient à sa sortie pour qu'il comprenne les enjeux, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il va devoir faire lui de son côté, même si on essaye. Donc ça, j'insiste dessus, c'est avec la RAC, on essaye de le rendre un maximum acteur, mais il ne peut pas être acteur s'il n'est pas très bien accompagné à côté. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Donc, une approche globale du patient, multidimensionnelle, environnementale, psychologique, sociale, sanitaire, tout ça, c'est des éléments qui doivent être bien pris en considération. Et c'est en partie ce que je fais au moment de la consultation, puisque je vois les patients le même jour que l'anesthésiste. Donc, un mois avant l'intervention, normalement, il a déjà vu il a vu l'anesthésiste, il a vu le chirurgien, donc il a eu pas mal de réponses et donc potentiellement pas mal de questions qui en déduisent. Donc là, on accorde un temps d'à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure avec le patient, où on revoit toutes les étapes du parcours, et c'est là qu'intervient peut-être ma partie coordination et voilà. Dans le sens où je check tous les points qui pourraient être clés et qui pourraient engendrer des modifications. Donc, le mode de sortie, par exemple, est-ce que finalement c'est faisable par rapport à l'autonomie du patient, par rapport à ses ressources, par rapport à son degré d'anxiété. Essayer de le préparer, d'anticiper la sortie et puis vérifier avec les professionnels de santé qui interviennent dans tout le parcours. Je peux être en lien avec le Prado, je peux être en lien avec l'anesthésiste, le chirurgien, les AMA, enfin j'en oublie probablement, mais donc tous ceux qui interviennent dans le parcours, s'il y a quoi que ce soit, je sais vers qui il faut se diriger. Vérifier le niveau d'information et de compréhension du patient et potentiellement ses fausses croyances et expliquer chaque étape qui reste en place. Donc le suivi post-opératoire, j'en ai parlé un petit peu, donc on fait un suivi par SMS. On a choisi les SMS qui sont peut-être un peu plus accessibles parce qu'on a beaucoup de personnes âgées. Donc on fait un suivi par SMS pendant un mois. On a mis en place aussi, donc on en a parlé aussi tout à l'heure, on a mis en place les questionnaires de qualité de vie, les questionnaires satisfaction pour essayer de s'améliorer dans nos pratiques. Et je suis joignable par téléphone quasiment, pas tout le temps, mais tous les jours en tout cas. Et les patients ont un numéro à contacter en cas de problème, ce qui est aussi rassurant de leur côté. Et en projet, on crée des partenariats avec des centres, essayer d'évoluer les outils de pratique, des outils de communication avec la ville. Et on devrait faire aussi des rencontres avec des CPTS qu'on a déjà commencé, mais on va essayer de continuer pour essayer de faciliter l'accès aux différents professionnels de santé. Et bon, là, je vous ai mis d'autres missions, mais l'idée, c'est de participer à l'élaboration des parcours patients, d'actualiser tout le temps les connaissances et l'évolution des pratiques et les transmettre évidemment aux autres intervenants dans le parcours. On a créé pas mal de supports informatifs aussi aux patients, que ce soit des QR codes, des papiers. Enfin, on essaye d'être assez exhaustif possible. Et du coup, j'ai terminé. Merci Sandra. Je n'avais pas le chrono, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais voilà. Je suis ouverte aux questions. Alors, on a une question de Monsieur Jean-Félix Verrier qui nous demande si vous pouvez préciser l'organisation RH infirmière, notamment le nombre de patients que vous suivez par jour en moyenne. Alors, par jour en moyenne, en fait, moi, je me calque sur les consultations d'anesthésie. Donc, ça va de 4 patients à 9 patients, voire au maximum 11. Voilà, je ne fais pas plus que 10, mais j'en ai une vingtaine, 25 par semaine, je pense. C'est assez conséquent. Effectivement. Alors, Et l'organisation RH, du coup, je n'ai pas répondu qu'à la moitié de la question. Je ne sais pas ce que vous entendez par organisation RH, mais en gros, moi, je m'organise essentiellement avec les AMA. C'est elles qui, au moment de la programmation, programment le rendez-vous d'anesthésie et tous les autres rendez-vous. C'est super organisé maintenant. Et du coup, c'est elles aussi qui programment mon rendez-vous à moi
Comme ça, elles mettent tous les rendez-vous à la suite pour essayer que le patient ait un maximum de rendez-vous sur un minimum de temps. Donc, c'est elle qui organise ça. Et c'est génial. Et sinon, on avait une personne qui posait la question, est-ce qu'il y a, je sais pas, un site internet ou quelque chose qui donne de la visibilité pour les patients de l'ensemble du parcours? Vous, c'est un livret, c'est ça? C'est pas... Oui. Alors, du coup, étant donné que l'application de suivi, c'est pas une web app, il n'y a pas de portail patient avec du contenu informatif. Donc, on a quand même des petites cartes. Ouais, je peux vous montrer. On a mis en place des petites cartes avec des QR codes où ils peuvent voir des vidéos que le chef de service a faites qui, du coup, décrit la pose de prothèse. Et puis, on a mis le livret dessus, la maîtrise de la douleur aussi, un rappel sur les différents médicaments qu'on va leur donner. Donc, ça, c'est un support plutôt enfin, informatique, disons. Et on a aussi des livrets, effectivement, des livrets papier. On a créé une BD aussi pour ceux qui ne parlent pas très bien français avec les différentes étapes avec des dessins pour essayer d'être un peu plus ludique. Voilà. On essaye d'avoir un plus grand panel possible de supports. Mais il n'y a pas de portail, non. Donc, du coup, pas de contenu éducatif en ligne. J'aimerais bien, mais pas encore. On va prendre une dernière question et je pense qu'après, je vous les enverrai, Sandra, les questions, puisqu'il y a beaucoup d'interrogations dans le chat. Dernière question, pouvez-vous préciser votre organisation pour les J0? Oui. Euh, alors, du coup, l'organisation en préopératoire, qu'est-ce que ça a changé? Les rendez-vous pré-op sont les mêmes. La seule différence, c'est que c'est le patient qui, du coup, au moment de la consultation, d'où l'importance qu'il soit bien informé, c'est qu'il arrive 1 heure et demie. Maintenant, il est accueilli en service de chirurgie d'accueil, service de chirurgie mince, service d'accueil chirurgical, pardon, qui est le même service que l'ambulatoire, mais en fait, ils arrivent 1 heure et demie avant l'intervention. Ils sont douchés, ils sont à jeun, et ils ont pris les médicaments que l'anesthésiste leur a dit de prendre et pas pris les médicaments qu'ils n'ont pas le droit de prendre. Ils arrivent dans le service d'ambulatoire, finalement, c'est le même service. On prend l'attention, on leur donne la prémédication, ils mettent la tenue de bloc et ils attendent dans une salle d'attente. Et ensuite, le brancardier vient les chercher dans ce service-là. Ils descendent à pied, parce que normalement, ils ont la possibilité de descendre à pied. C'est une des conditions. Et ensuite, par contre, en post-opératoire, le service d'orthopédie a fait descendre le lit en salle de réveil pendant que le patient était en train de se faire opérer. Et donc, le patient en post-op est transféré sur son lit et remonte en post-opératoire dans sa chambre en orthopédie. Et ces affaires ont été cherchées par quelqu'un de l'orthopédie pendant ce temps-là. C'est beaucoup de logistique, hein. Oui, Mais il y très a bien très peu de organisé temps. et cadré. Merci beaucoup, Sandra. On va passer à l'intervention suivante parce que je vois que le Merci à temps vous. tourne. Donc, troisième Oui, séquence sur la sécurisation du retour à domicile. Euh, c'est un vrai sujet parce voilà. que on est tous convaincus, je pense, des bénéfices, des bienfaits de la chirurgie ambulatoire en général et de la réduction même de la durée euh, hospitalière pour les patients, mais sous réserve d'une qualité, évidemment, du suivi post-opératoire. Il y aura deux expériences qui vont être présentées. La première sur la gestion des drains après chirurgie du sein à domicile par l'équipe de Poissy-Saint-Germain, Bonjour. docteur Fanny Bonjour. Noranter et Madame Justine Castard. Oui, bonjour. Moi, je suis le docteur Fanny Laurenterne, donc je suis chef de clinique dans le service de chirurgie gynécologique du professeur Fauconnier. Et donc, je suis accompagnée de Justine Castard, qui est notre infirmière de recherche clinique et qui coordonne également la RAC de l'hôpital. Voilà. Ça Voilà. te va, Justine? Tu n'avais pas d'autre Très chose bien. à ajouter? Donc, on va plutôt se concentrer sur un exemple, du coup, sur la gestion du drain de redon à domicile après une chirurgie du sein. Donc, hop, bon, voilà le plan de la présentation. Donc, on va déjà s'intéresser aux objectifs de la pose du drain en chirurgie du sein. Donc, lorsqu'on opère une patiente, il y a certaines indications, notamment lorsqu'on fait une mastectomie totale, plus ou moins un curage axillaire, on laisse en place un redon dans la loge de mastectomie afin de drainer les liquides biologiques qui pourraient s'accumuler
notamment du sang, de la lymphe ou potentiellement du pus, et pour éviter en fait que ce liquide s'accumule et éviter les complications post-opératoires de type voilà, lymphocèle, abcès, hématome, et donc favoriser une meilleure cicatrisation de la plaie chirurgicale. Et donc, ce redon peut être soit placé en aspiration, ce qui est fait la plupart du temps après la chirurgie, et il peut passer en mode non aspiratif, donc sans vide, donc c'est juste le liquide qui s'écoule. Et donc ça, c'est plutôt, je vous expliquerai en deuxième partie de la chirurgie. Voilà, en chirurgie, pardon, en, en immédiat, on met plutôt en aspiration, et c'est si le redon donne trop, au bout d'un moment, on coupe l'aspiration. Donc, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc là, après la chirurgie, là, c'est une mastectomie totale du sein droit. On laisse, donc là, vous voyez deux redons. Donc, un, normalement, pour la loge de mastectomie et un pour la loge du curage axillaire qui se trouve, du coup, sous le bras. Et donc, ces deux redons sont gérés après dans les services d'hospitalisation. Et maintenant, avec la RAC, favorise le retour à domicile avec ces redons et une gestion par ceci par l'infirmière libérale. Donc, l'objectif de la préparation de la sortie du patient, c'est donc organiser en amont sa sortie afin de diminuer forcément le nombre de jours d'hospitalisation du patient, donc avoir un coût moins important de l'hospitalisation, parce que souvent, après les chirurgies du sein, souvent ce qui conditionne le nombre de jours d'hospitalisation, c'est juste la gestion du redon. Chez des patientes qui, la plupart du temps, vont plutôt bien, c'est pas une chirurgie qui est très douloureuse, donc c'est vrai que c'est juste gérer un redon. Donc, organiser en amont, ça permet de rassurer le patient, que tout soit organisé avec les infirmières libérales, donc ça diminue aussi l'anxiété et optimiser du coup la récupération après la chirurgie. Donc en pratique, la préparation de la sortie, c'est de mettre en relation le patient avec une infirmière libérale, parfois par le système du coup du Prado. Nous, je sais que Justine, elle les contacte assez souvent. Donc le patient, quand il est vu en consultation préopératoire, il y a déjà des ordonnances qui sont préparées pour la gestion du redon. Donc, il y a une ordonnance pour l'infirmière libérale pour la gestion de ce redon, pour refaire le pansement et pour acheter le matériel en pharmacie avec les flacons de redon et le nécessaire pour le pansement. Voilà, je laisse la parole à Justine pour la suite. Voilà. En avril dernier, nous avons ouvert une consultation IDE dédiée RAC, combinée au rendez-vous pré-anesthésie. Les patients sont vus par l'IDE directement après leur consultation avec l'anesthésiste. Lors de cette consultation, on prépare la sortie avant l'entrée du patient. Donc, l'IDE-RAC veille à ce que chaque patient dispose d'une infirmière diplômée pour ses soins à domicile. Si les patients connaissent déjà une infirmière, euh, on les encourage à entrer en contact avec cette infirmière pour organiser leurs soins. Cependant, si le patient ne connaît pas d'IDE, là, on prend l'initiative de passer par le Prado. Les conseillères de l'assurance maladie avec lesquelles on travaille prennent le relais. Comme disait ma collègue Sandra Bazin tout à l'heure, elles sont en général très, très réactives. Il est rare que les demandes ne soient pas satisfaites, même lorsqu'elles sont faites le jour même de l'intervention du patient. En général, les infirmières libérales contactées sont proches du domicile de la patiente ou du patient. Il peut y avoir aussi des hommes qui sont atteints de cancer du sein. Et ces infirmières font partie de notre réseau habituel. Donc, les infirmières ont une surveillance du risque d'infection. Ce sont les bonnes pratiques de la gestion du drain de redon. Donc, ça consiste à une surveillance quotidienne du drain, du pansement, une bonne hygiène des mains avant toute manipulation du dispositif.
les mesures du volume du redon par 24 heures et sa traçabilité. La surveillance de l'aspect du liquide, couleur, odeur, qualité. La réflexion du redon toutes les 48 heures, si pas souillé. Si c'est souillé, c'est tous les jours. Et ensuite, le retrait du redon sur la prescription médicale. Donc, elles ont aussi la surveillance du risque d'inconfort et de douleur. Donc, elles s'assurent que le flacon soit bien en déclive, pas d'obstacle à l'écoulement du liquide. Euh, Elles s'assurent aussi que le patient soit confortable. Elles évaluent aussi la douleur, c'est important. Et il est plus confortable de retirer le redon en cassant le vide, parce que c'est moins douloureux. Et on veille aussi à donner un antidouleur avant l'ablation. L'infirmière, elle vérifie aussi le bon fonctionnement du système, donc par la surveillance de la position du soufflet. Ensuite, elle vérifie la bonne connexion du drain à la tubulure, l'étanchéité, la perméabilité. Et elle change le redon si il est plein ou en perte d'aspiration. Et le redon est retiré sur une modalité, la prescription du médecin. On a une ordonnance dédiée avec toutes les recommandations. Donc, les infirmières libérales, elles suivent toutes ces bonnes pratiques. Elles ont aussi un rôle d'accompagnement, de soutien et elles veillent au bien-être du patient. Les patients sont également suivis par l'IDERAC, par téléphone, 24 heures et 48 heures après leur retour à domicile. On s'assure que la prise en charge est correctement effectuée par l'IDE à domicile. On vérifie que le patient se porte bien, qu'elle n'ait pas de douleur, qu'elle prend bien correctement les antalgiques et le traitement prescrit par le chirurgien. Nous nous assurons aussi que le patient soit bien entouré avec une présence familiale à ses côtés. De plus, nous fournissons aussi à ce moment-là, lors de l'appel téléphonique, des consignes supplémentaires si nécessaire pour améliorer la qualité de vie de la patiente ou du patient. Cela peut inclure des exercices spécifiques ou d'autres recommandations. Et lors de la consultation des DIRAC, je laisse une carte au patient avec mes coordonnées et les coordonnées du service. Ce numéro est destiné à être utilisé en cas d'anomalie, permettant à l'infirmière et le patient ou la patiente de nous contacter immédiatement en cas de problème. De cette façon, nous assurons une communication rapide et efficace en garantissant la meilleure prise en charge possible. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions et préoccupations qui pourraient subvenir. Donc, le patient ou la patiente peut contacter à tout moment les infirmières du service de gynéco, comme les urgences gynéco, c'est-à-dire 24 heures sur 24, y compris le week-end. Et en journée, ils ont la possibilité de me contacter ou alors de contacter le secrétariat de l'équipe médicale de gynéco. Ça veut dire les jours ouvrables. On va parler un peu de la cotation des actes pour les infirmières à domicile. La gestion du drain à domicile, c'est un soin post-opératoire qui englobe la surveillance clinique, l'accompagnement du patient, les pansements, l'ablation du drain de redon. C'est un soin qui est protocolisé, c'est une procédure
préétabli par le chirurgien ou l'anesthésiste. C'est un acte pris en charge par l'assurance maladie et qui est inscrit à la liste des actes des prestations de la sécurité sociale et qui est au deuxième chapitre des soins infirmiers, article 7. Pour les soins infirmiers à domicile, les nouvelles cotations en vigueur depuis le 1er janvier 2021 concernant la surveillance post-opératoire à domicile est facturée sous la cotation AMI 3,9 si c'est pris en soins ambulatoires ou alors pris dans le cadre de l'ARAC. La cotation AMI 3,9 permet de facturer jusqu'à 3 séances maximum entre le J0, c'est-à-dire le retour à domicile, et la veille de la consultation chirurgicale post-opératoire. Donc, les conditions de succès de la prise en charge à domicile du redon, c'est un travail pluridisciplinaire avec tous les acteurs hospitaliers et les professionnels de ville. Donc, le patient, bien entendu, lors de la consultation dédiée, on leur demande de rester impliqués dans leur parcours et d'être acteurs de leur parcours de soins. Voilà. Je suis Merci, merci beaucoup pour votre présentation commune, très intéressante. Comme on a un petit peu avancé dans le temps, juste une petite question, et puis on verra un peu tout à l'heure. Est-ce que toutes les patientes que vous opérez une mastectomie bénéficient de ce type de prise en charge, ou c'est pour dans certains cas et selon quels critères? Et autre question, c'est est-ce que vous avez fait une analyse un peu de l'expérience patient avec des prom ou différents éléments? Nous, on a une préhabitation avec l'ARS et la majorité des patientes qui sont prises en charge chez nous qui ont une mastectomie passent par ce programme-là. D'accord. Mais Ok. il arrive que d'autres patientes, non, parce que la consultation dédiée, elle est seulement le vendredi après-midi et on ne peut pas suivre toutes les patients, tous les patients. Après, la plupart des patientes, elles sont intégrées dans ce programme. La plupart des patientes, souvent, elles sortent plutôt à J1 parce que les mastectomies totales, souvent, psychologiquement, c'est difficile. Bah oui. Donc, c'est vrai que le chirurgien aime bien voilà, Mhm. retirer le pansement avec la patiente. Et Mhm. voilà, parce que c'est vrai, quand on est à la maison, qu'on retire avec une infirmière, bah, voilà, c'est toujours un petit peu difficile. D'accord. Et puis on aime bien, c'est vrai que les 24 premières heures sont un peu les plus déterminantes sur la mastectomie. Voilà, il y a plus de risques d'hématome. Voilà. Donc c'est vrai qu'on aime bien les garder une nuit, sauf pour les patientes, par exemple, qui payent l'hospitalisation ou pour raison, si elles nous demandent vraiment de sortir à J0 en ambulatoire, bah, dans ce cas-là, on le fait. Mais la plupart du temps, elles restent une journée, enfin une nuit hospitalisée, puis après elles sortent. Bon, sauf de rares cas, s'il y a, voilà, il y a des patientes qui ont des pathologies psychiatriques ou, enfin, voilà, ou D'accord. des raisons particulières qui contre-indiqueraient leur sortie. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est comme ça. Bon, merci beaucoup. Pauline, Oui, juste oh, une de petite dernière HAD. question qui était dans le chat. Prise en charge pour le redon à la pharmacie de ville, pour l'interrogation. Je me dis que ça devait être assez court comme réponse, donc Oui, on a des pharmacies qui se sont fournies en redon, sous vide. Et on a sur l'ordonnance, il est prescrit euh, la possibilité pour la patiente de se fournir en redon dans ces pharmacies-là. ok, très clair. Merci beaucoup. Et du coup, dernière intervention de la part du groupe hospitalier Saint-Joseph, où la parole sera prise notamment par une infirmière de coordination, Manuela Audel, et puis Madame Françoise Aubert, responsable projet parcours patient, et accompagnée également par les représentants des CPTS 13, donc Madame Sandrine Baudier, infirmière libérale et coprésidente de la CPTS, et également des représentants de la CPTS Paris 14, donc le docteur Marie-Laure Albi et monsieur Vincent Hervy, qui est ma sœur kinésithérapeute. La parole est à vous. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Manuela Odel,
infirmière de coordination au sein de la cellule de la sortie à l'hôpital Saint-Joseph Paris 4, composée de 6 infirmières coordinatrices. Et nous assurons donc des consultations préopératoires dans le cadre de la RAC, notamment en orthopédie. Pour les prothèses en orthopédie, pour les prothèses totales de genoux et de hanches, là, on s'intéresse aux genoux dans le cadre de cette intervention pour le webinaire et notamment dans le cadre de la collaboration avec la CPTS des 13 et 14e arrondissements. Je disais que donc, nous faisons des consultations infirmières préopératoires dans le cadre de la RAC en orthopédie. Nous organisons également les sorties hospitalières des patients qui nécessitent des soins à domicile. Et nous sommes en lien étroit avec la ville pour tout ce qui est infirmière libérale, kiné à domicile, hospitalisation à domicile avec rééducation, les SIAD et les prestataires. Nous travaillons aussi, nous avons une équipe d'assistantes sociales à l'hôpital pour les patients qui ont des besoins parce qu'on rencontre de précarisation et donc nous travaillons en collaboration avec nos assistantes sociales. Là, pour le patient opéré de prothèse de genou pour l'année 2023, nous avons donc 190 sur 190 patients opérés pour les prothèses totales de genou. Nous en avons 25 qui résident sur les 13 et 14e arrondissements, ce qui représente 27% des patients. Et sur l'ensemble des patients opérés pour les prothèses de genoux, nous avons assuré 91% de consultations. C'est un circuit qui a été mis en place en 2017 et consolidé dans le cadre de l'expérimentation de l'épisode de soins. Donc, cette consultation nous permet d'organiser en amont notamment les intervenants à domicile. Ça nous a permis de diminuer les sorties en SMR et de raccourcir les DMS, car les sorties sont anticipées. Actuellement, l'orientation par rapport aux intervenants est souvent faite avec les HAD de rééducation parce que nous rencontrons des difficultés sur certaines zones géographiques pour trouver des kinés à domicile. Donc, par rapport au mode de sortie actuel, on a 30% de sorties en HAD, 20% avec des kinés, des infirmières en ville et 15% en SMR, pardon. Donc, par rapport à nos consultations, on fait un recueil de données, on évalue bien sûr le degré de et d'information du patient. On lui réexplique son parcours, compréhension par rapport à la RAC, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très clair pour eux. On explique les soins en pré- et en post-opératoire et on anticipe donc à ce moment-là les besoins pour les intervenants à domicile et les besoins parfois par rapport aux besoins sociaux. Donc, par rapport à cela et face aux difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment pour la recherche de kinés ou de situations précaires, on s'est rapproché de la CPTS des 13 et 14e. On a eu différentes occasions de discuter, et tout comme l'Institut Mutualisme Montsouris également l'a fait. Et donc, on a échangé sur différents thèmes, et par rapport au kiné, à la recherche de médecins traitants aussi, et parfois aussi, on a pu utiliser la DAC pour des suivis particuliers pour des patients qui avaient besoin d'un suivi au long cours à domicile. Et donc, tout cela pour sécuriser le retour à domicile, limiter le risque de réhospitalisation précoce et raccourcir évidemment la DMS et en contactant donc, le système de passerelle de la CPTS avec des coordinatrices avec qui nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur différentes sorties à domicile pour les 13 et 14e arrondissements. Donc parce que il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin traitant ou dont les médecins traitants sont partis en retraite et qui n'ont pas forcément
fait la recherche ou qui n'ont malheureusement pas pu en trouver d'autres. Donc ça, c'est un outil très utile pour nous et pour les patients. On a fait des visites un peu en mode vie ma vie sur site à la CPTS et les coordinatrices de la CPTS sont aussi venues chez nous pour que chacun puisse bien se connaître et voir comment on travaille in situ. Donc ça, c'était très riche comme expérience. Et donc, de cela ont découlé plusieurs projets, et notamment la CPTS est venue aussi chez nous au stade des urgences en médecine. Et donc là, en exemple de collaboration déjà effective, on a pu faire sortir des patients des urgences au moment du pic d'épidémie grippe-Covid assez rapidement en mettant de l'oxygénothérapie à domicile et donc de réduire, de désengorger de, de réduire l'hospital domicile sécurisé pour ces patients. Et là, maintenant, nous avons un nouveau projet qui est en cours de construction, toujours dans le cadre de cette prothèse totale, notamment de genoux, pour réserver des créneaux en préopératoire avec des cabinets de kiné sur les 13 et 14e arrondissements. Et donc, pour cela, nous allons sélectionner des patients pendant nos consultations pour ceux qui résident dans les 13 et 14e. Reste à définir maintenant un canal de communication sécurisé efficace pour formuler ces demandes et mettre en place une procédure pour fluidifier cette communication et permettre aux patients néanmoins de rester acteurs de sa prise en charge. Donc ça, c'est un tout nouveau projet dont nous allons discuter et mettre en place très prochainement, très rapidement avec la CPTS. Que je vais donc maintenant, à qui je vais laisser la parole pour la suite de cette présentation. Pour la prise en charge pré- et post-opératoire dans le cadre de cette chirurgie. Du coup, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Sandrine Baudier, je suis infirmière libérale en maison de santé pluripro et coprésidente de la CPTS Paris 13. Donc, merci pour ce webinaire de grande qualité. J'ai entendu beaucoup de mots très importants qui sont anticipation, coordination, information, orientation, parcours, sécurisation, diminution des risques. Je pense que c'est aussi beaucoup d'indicateurs, en tout cas de qualité pour la CPTS dans la création de ces parcours. Et effectivement, on a mis en place la sécurisation des sorties hospitalières avec Saint-Joseph, entre autres, en lien avec la passerelle. Et donc, cette sécurisation, elle se fait en ville aussi en préopératoire, parce qu'il y a du pré et il y a du post aussi en ville. Mais le préopératoire est extrêmement important dans le sens où on va compléter, alors on n'est pas une infirmière de coordination, mais on va compléter les informations données par l'infirmière de coordination au patient qui bien souvent va arriver avec des ordonnances anticipées d'injection de PO, de demande de rendez-vous pour une programmation, une planification de soins infirmiers. Et donc, via la passerelle et l'infirmière de coordination, avoir une anticipation des données du dossier dès que les équipes soignantes sont identifiées, c'est extrêmement important parce que le patient va arriver vers une équipe qui connaît déjà la procédure et les pratiques de soins et les pratiques de la chirurgie de Saint-Joseph. Et donc, ça va permettre de diminuer un petit peu les conséquences du stress préopératoire. Ça va permettre de planifier les soins. Ça va aussi permettre parfois de réajuster et de sécuriser le domicile parce que pour certaines interventions, il y a des patients qui peuvent être précaires ou un domicile qui n'est pas du tout accessible avec des risques de chute qui sont importants. Donc, on peut aussi, via la CPTS et la passerelle, comme le disait tout à l'heure dans le diapo, repasser par la DAC pour faire des bilans d'ergonomie, voilà, et peut-être réajuster le domicile, en tout cas anticiper tous les risques à domicile et sécuriser le post-opératoire. C'est aussi, et j'insisterai sur la formation des soignants en amont, c'est-à-dire que vraiment que l'équipe soignante qui va se mettre en place ou qui est déjà en place se parle entre elles et puisse fixer et expliquer les protocoles de soins qui vont être amenés à être donnés aux patients, notamment concernant les redons, parce que parfois les infirmières
peuvent être un petit peu aussi anxieuses. Et donc, il faut aussi bien connaître le sujet et les soins. Et il faut aussi avoir une connaissance de toute l'organisation interne de l'hôpital, qui appeler si on a une cicatrice qui est un peu rouge, si on a un pic de fièvre, pour éviter de rappeler le médecin traitant peut-être le week-end qui n'est pas là, enfin qui n'est pas joignable. Donc en tout cas, c'est au moins d'avoir en amont toute une sécurisation de qui joindre, quand, à quel moment, et voilà, pour sécuriser le patient. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En post-op, c'est aussi se mettre en lien avec les kinés, puisque c'est en post-op, il y a beaucoup de kinés qui va intervenir plus que l'infirmière, qui va intervenir 3-4 fois pour le patient, pour le pansement. Mais en tout cas, de se mettre en lien avec le kiné si il y a des incidences ou autres sur les cicatrices et la prise en charge à avoir. Voilà, en gros, si je peux résumer assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci à vous. Et qu'est-ce qui prend le relais du coup côté CPTS, kiné, Oui, alors, médecin généraliste? Alors, j'ai juste précisé quelque chose, c'est que, voilà, j'ai juste ça, pardon. Donc, juste la première, alors, je sais qu'au niveau de l'assurance maladie, on a voilà, des visites qui sont bien ciblées sur le post-opératoire, mais j'insiste vraiment sur la première consultation pré-op de l'équipe soignante de ville. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui complète un peu la consultation de l'infirmière de coordination RAC. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est le moment où le patient va rencontrer cette équipe qui va la prendre en charge en post-op. Et parfois, c'est hyper angoissant. Donc, il faut vraiment prendre un vrai temps de réexpliquer, d'analyser le dossier, de voir aussi si toutes les ordonnances sont là, si tout est prêt pour que le J0 se passe très bien, et que le retour se fasse dans de très bonnes conditions et qu'on ait pu valider toutes les cases pour que ça se passe bien. Donc, c'est vraiment une première consultation de sécurisation de préopératoire qui est importante. Voilà. François, tu voulais rajouter quelque chose? non, c'était très clair. Je vais prendre, Monsieur Hervy ayant dû s'absenter, je vais prendre le relais pour vous présenter le volet kiné. Si vous pouvez bien remettre la vignette 6. Donc, une des grandes difficultés en fait de la prise en charge en post-op, c'était aussi d'avoir des équipes de kinés. Donc, lors de notre rencontre avec les équipes de Saint-Josse, ce qui a paru évident, c'est finalement de solliciter le kiné en amont, d'abord avec deux idées, c'est-à-dire la première, c'est de constituer cette équipe de soins, kiné, infirmiers, médecins généralistes, qui seront là d'abord en pré-op, mais aussi en post-op. Là, mais surtout aussi, c'était d'être dans cette dynamique, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation d'un confrère, c'est d'avoir une dynamique aussi de prise en charge post-op avec une préparation physique à l'opération et un apprentissage des gestes fonctionnels qui permettront finalement à la personne de mieux récupérer, d'être plus rapidement autonome à son retour d'hospitalisation. Donc, il y a vraiment une articulation à aller chercher entre l'infirmière de coordination, la passerelle et la mise en place de l'équipe de ville. Il faut la faire dans des termes, une temporalité assez ample, de façon à ce que ces équipes puissent être mises en place. Donc, la dynamique du kiné, c'est d'être sollicité à peu près 2 mois, enfin au moment de la consultation d'anesthésie ou avec le chirurgien, de pouvoir, à partir d'entre J45 et J15, de préparer physiquement l'opération, de maintien des antipidules articulaires, le tonus, la musculature, et à partir de J15, de faire des apprentissages sur la montée, descente des escaliers, le béquillage, etc., qui sera vraiment réexploitable finalement dès la sortie d'hospitalisation.
Cet épisode aussi de rencontre avec l'intérêt aussi de cette consultation avec l'infirmière RAC, c'est aussi vraiment de bien mettre en place cette équipe kiné, IDE et MG, ce trinôme qui va agir et qui va suivre le patient tout au long de sa période préopératoire en lui indiquant des conseils. Il pourra aussi en parler avec son médecin généraliste et aussi d'avoir un médecin généraliste qui pourra prendre en charge aussi en collaboration avec l'IDE et le kiné à son retour. On sollicitera évidemment l'équipe si elle est déjà existante, mais bien évidemment, si l'équipe est existante, ça ne suffira pas simplement de dire j'ai un kiné. Il faudra vraiment aller solliciter ce kiné pour qu'il mette en œuvre ces démarches de préopératoire qui sont vraiment importantes parce que si on rate ça, finalement, on se retrouvera dans la situation de prise en charge post-op immédiate et ça marchera vu les difficultés à trouver des kinés. Ensuite, c'est l'hospitalisation et on sort d'hospitalisation. Il y a un temps de rééducation à domicile si nécessaire. C'était une des indications qu'avaient dit les kinés, c'est-à-dire que finalement, avec un travail préopératoire, on pouvait imaginer très bien que le kiné intervienne quelque temps à domicile, mais qu'ensuite, très vite, en fait, le patient puisse être dans une dynamique où il pourra continuer sa rééducation longuement avec le kiné, mais à son cabinet, parce que ça correspond aussi à toute la difficulté de mise en œuvre de kiné à domicile et plus finalement on va réduire ce temps, plus aussi on sera opérable au niveau des kinés pour pouvoir avoir un nombre de kinés important qui pourra prendre en charge ces patients à domicile. Voilà, alors c'est pas une présentation de kiné, mais voilà, j'ai essayé de vous faire le retour de ce qu'avait proposé l'équipe des kinés. Merci beaucoup. Juste rajouter, excusez-moi François, juste la plus-value de la CPTS, en tout cas des professionnels du territoire, c'est que on a aussi des parcours à proposer de proximité, notamment l'APA, ça peut être aussi la nutrition aussi, à ce qui a été présenté sur une diapo précédente. Et je crois que les parcours de proximité, je pense qu'on est... on a une plus-value et une connaissance du terrain qui fait que les choses avancent aussi plus vite et enfin, en tout cas dans un climat de confiance et on se connaît mutuellement, on sait comment on travaille. Et voilà, c'est aussi une plus-value de remise dans un parcours, voilà, de proximité. Merci, mais je laisse la main à Marie-Laure qui va représenter les MG, les chefs d'orchestre en fait de cette organisation. Bon, d'abord, merci pour cette longue présentation. Moi, je suis une très grande convaincue de la RAC. Et dans mon coin, je pense que le stress chirurgical doit être anticipé en consultation de médecine générale. Et là, vous nous donnez des outils. Il est évident qu'on ne va pas faire la rééducation, ni faire les injections, etc. Par contre, je pense qu'on peut tout à fait être associé après la première consultation de chirurgie. Moi, j'aimerais bien recevoir également le bilan des infirmiers de coordination RAC que vous avez démontré pour qu'on puisse appuyer ces démarches. Moi, je les faisais un peu dans mon coin et je vois qu'en fait, elles sont partagées parce que c'est avant l'intervention qu'il faut, à mon avis, travailler beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si les gens vont aller faire de l'activité physique 6 fois par semaine. Hein. Là, je crois que je ne peux pas m'engager là-dessus. Mais par contre, vérifier un certain nombre de facteurs de fatigue et de faiblesse. Et puis, encourager les gens. En tout cas, moi, je les encourage beaucoup à faire de la kiné préopératoire. Et notre collègue a bien spécifié que pour lui, s'il avait une anticipation de 2 mois, il pouvait prévoir y compris le programme post-opératoire. Donc, je pense que cette démarche, il faut qu'on la travaille plus ensemble, qu'on ait plus d'échanges d'informations. Moi, j'essaie d'écrire aux anesthésistes, mais je n'ai pas toujours la date de la consultation et des choses comme ça pour donner un certain nombre d'éléments qui puissent effectivement être corrigés ou surveillés pendant l'acte opératoire. Et je pense qu'on a bien défini comment on travaillait tous ensemble, mais peut-être plus d'échanges d'informations en amont de l'intervention pour faciliter ce passage pour le patient et effectivement l'encourager à se remettre sur ses pieds, puisque c'est de la prothèse de genou, le plus vite possible. Voilà, je ne vais pas en raconter plus. On a eu toute une série de présentations tout à fait intéressantes. Mais je pense qu'effectivement, la démarche de Saint-Joseph actuelle est intéressante puisqu'on va, sur un parcours, travailler de manière plus concrète en s'appuyant sur un outil qu'on n'a peut-être pas assez défini tout à l'heure, qui est notre passerelle. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir deux personnes qu'on a gardées du Covid
qui connaissent très bien tout le tissu des professionnels de santé et travaillent en lien avec les deux CPTS et sont en capacité de recevoir des demandes et dialoguer avec les différents hospitaliers qui ont besoin de nous joindre, ce qui simplifie quand même le lien. Plutôt que d'appeler à Pierre-Paul ou Jacques, on appelle une passerelle qui est une passerelle avec l'ensemble des CPTS et qui peut aider à trouver des professionnels de santé et à construire le parcours en lien évidemment avec nos deux ou nos trois CPTS puisque le 15 est impliqué également. Voilà. S'il y a des questions, on peut y répondre, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, non, j'ai pas de questions spécifiques pour l'instant, et moi j'en ai une pour vous. C'est quoi les freins et leviers pour faire en sorte que l'hôpital et puis les CPTS travaillent mieux ensemble sur ces sujets à l'avenir? Qu'on soit impliqué dans les projets au démarrage. Oui, De toute façon, là, je pense que voilà, plus tôt, et ça, c'est voilà, les CPTS grandissent de jour en jour, donc voilà, c'est normal qu'on arrive parfois un peu après, mais en tout cas, voilà, maintenant que Paris, en tout cas, est couvert à 100%, je pense que. Allô? Ouais, je Oui, pense oui. que voilà, on a tout intérêt à avoir notre place voilà, dans ces parcours et travailler dans les nouveaux projets avec l'hôpital. Et nous, on travaille beaucoup, on implique beaucoup l'hôpital dans nos projets, donc il faut aussi que ça se fasse à l'inverse. Réciproquement. Et ça se fait progressivement dans les deux sens, et donc c'est bien. Voilà. Mais dès le départ, c'est d'y associer les SPTS, c'est bien. Voilà. Oui, Marie-Laure, je sais non. pas si- Bah, juste, je pense que il faut que les professionnels de santé parlent aux professionnels de santé. Je pense que la plus grosse difficulté, au fond, c'est que, vous voyez, moi, je reçois le compte-rendu du chirurgien en règle générale, mais c'est juste, je vais opérer Madame Tartemuche pour le faire Sylvain. Je pense que si vous faites tout ce travail de préparation à l'intervention, et la prothèse du genou, c'était quand même pas très agréable pour les patients, du moins au début, je pense que on peut avoir plus d'informations, notamment tout ce que vous faites autour, qu'on a découvert un peu aujourd'hui, et c'est dommage, parce que nous, en retour, on peut vous dire, bah, voilà ce qu'on propose de faire. Je pense qu'il y a vraiment nécessité de se parler plus. Mais je ne suis pas inquiète. Je pense que ça se fait petit à petit. Et il faut que les démarches hospitalières de qualité, elles sortent de l'hôpital. On a bien vu dans 2 ou 3 présentations que bon, bah, on n'avait pas trouvé moyen d'appliquer la ville. D'ailleurs, la première fois que j'étais à la réunion épisode de soins, ce que m'a dit Pomme Jouffroy, chirurgien orthopédiste, ah bah, on n'a pas trouvé où on mettait la ville. Parce que c'était il y a 3 ou 4 ans, hein, donc on a fait des progrès depuis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a du mal, donc il faut un peu se parler, se rencontrer, aller voir les uns les autres, et à partir de là, on comprend les problèmes des uns et des autres, qui ne sont pas forcément ceux qu'on avait imaginés, et là, on trouve des solutions. Et c'est là où, effectivement, on progresse énormément au bénéfice du patient, enfin, je pense. Qui sait, peut-être faire évoluer les Oui, protocoles justement en tenant ouais, compte ouais. des Et avis puis, des uns et des autres. ouais. Et puis c'est vrai qu'on avait fait quand même des réunions, on a la chance de pouvoir se voir en faisant des réunions avec justement les partenaires de ville, et notamment vous. Mm. On avait fait pour présenter le délai, enfin, l'épisode de soins, et puis on s'est vu régulièrement. On avait fait aussi une réunion avec les libéraux, spécialement pour les libéraux. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait encore travailler encore beaucoup mieux ensemble et de communiquer plus en amont justement par rapport à la prise en charge du patient. Mais c'est un beau projet. On va travailler avec vous. Tout à l'heure, Pauline, vous parliez Oui. de freins à lever, et je crois qu'une des grosses difficultés de l'hôpital aujourd'hui, c'est de savoir finalement ce qu'on est capable de faire en ville. Et Ouais, on a j'allais dire ça. souvent entendu ce genre de choses. Et tout à l'heure, on parlait du redon. Et je pense qu'il y a plein d'hospitaliers qui ne font jamais sortir de patients avec un redon parce qu'ils pensent qu'en ville, on est dans l'incapacité totale de gérer un redon. Or, ça fait partie de nos attributions. C'est On sait même faire. c'est notre nomenclature. On sait faire. Voilà. Mais souvent, en fait, un patient peut rester à l'hôpital parce qu'il a simplement un redon ou une antibiothérapie veineuse, etc. Alors qu'en fait, il pourrait très bien repartir à son domicile. Voilà. Donc je pense qu'on a besoin de se parler, de se raconter nos quotidiens, de dire ce qu'on fait pour que finalement aussi l'hôpital sache bien dans quelle mesure ils peuvent
faire sortir quelqu'un plus rapidement de l'hôpital, savoir comment il va pouvoir être pris en charge en dehors de l'hôpital. Je crois que c'est un élément important pour justement améliorer la prise en charge des patients. À la suite. Élaborer les protocoles aussi avec les professionnels de ville, parce qu'il y a aussi, alors je vais prendre l'exemple tout bête, hein, mais faire une surveillance de numération plaquettaire 3 fois par semaine en ville, ça peut être compliqué. Voilà, donc on peut le faire. Peut-être que 2 suffiraient. Voilà, enfin, quelle est la plus-value? Enfin, en tout cas, voilà, mais on sait faire plein de choses en ville, aussi sans prestataire. On travaille aussi beaucoup avec les HAD, hein, les infirmiers libéraux, mais voilà, on a du matériel, on a des pharmaciens, voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que se parler et anticiper, connaître les protocoles avant, pouvoir appeler, et puis avoir des explications, une formation, voilà, ça fait partie, c'est quotidien de toute façon. Voilà. Mais justement, par Merci rapport à beaucoup. excusez-moi, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense qu'il serait bien aussi, parce que je pense qu'il y a un manque de connaissances à l'hôpital de l'offre de soins réelle, justement au niveau des infirmiers libéraux, de tout ce que vous pouvez faire en ville, et justement pour rassurer un peu les médecins, les chirurgiens, je pense que ce serait bien qu'on vous faisiez faire des interventions à l'hôpital pour bien expliquer, et ça permettrait d'augmenter en fait en ville. Ouais, non, non, tout à fait. Et puis inversement, hein, je pense qu'on peut aussi organiser aussi sur les CPTS des informations, sortirac, etc. Parce que voilà, il y a aussi des infirmiers voilà, qui connaissent peu. Et donc, voilà, vraiment diffuser, informer, et puis voilà, se parler et échanger surtout. Et je pense que voilà, c'est dans les 2 sens, hein, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Je vais devoir conclure parce qu'il est déjà 18h50. On a quasiment 70 personnes qui sont restées jusqu'au bout, donc preuve que le sujet intéresse fortement. Merci à tous nos intervenants et puis aux questions posées par les participants. On n'a pas eu le temps de répondre à tout, mais on les a pris en note et on fera en sorte de revenir par écrit pour les questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre. Et pour conclure, justement, le site internet de l'Observatoire de chirurgie a fait peau neuve et met en avant la notion de parcours patient. On a un très beau schéma de parcours qui a été retravaillé avec des petites fiches sur les différentes étapes qui peut être un outil facilitant justement pour communiquer entre l'hôpital et la ville et mieux se connaître les uns les autres. Il y a également une publication d'une dizaine de pages qui a été travaillée avec l'équipe nationale d'EDS pour parler de retour d'expérience sur des sujets précis qu'on a abordés ce soir, comme l'école des patients. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et encore merci, on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.